On sait tous que l'univers tel qu'on le connaît est apparu il y a plus de 13 milliards d'années. On sait que le temps, la matière, l'énergie et l'espace sont apparus au même moment. Alors si vous suivez des chaînes de vulgarisation sur l'astronomie, et comme la mienne, eh bien vous êtes déjà au courant de ça. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite, entre le Big Bang et maintenant ? Alors, imaginez. On va remonter le temps, pas juste de quelques millions d'années, mais carrément de 10 milliards. 10 milliards d'années en arrière. Là, on se retrouve dans un univers qui n'a pas encore l'allure ni la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est un univers jeune, dynamique, en pleine construction. Pour mettre les choses en perspective, il faut se rappeler que l'âge total de l'univers, c'est environ 13,8 milliards d'années. Donc quand on parle d'il y a 10 milliards d'années, ça veut dire qu'on regarde un cosmos qui avait à peine 3,7 ou 4 milliards d'années. Autrement dit, on est au tout début de son adolescence. Et comme souvent à l'adolescence, il se passe énormément de choses. Ça bouillonne, ça s'agite, ça crée, ça détruit, ça change de forme à toute vitesse. Mais avant de comprendre ce moment précis, il faut se rappeler d'où vient cet univers. Au départ, il y a eu le Big Bang. Pas une explosion dans un endroit précis, mais l'expansion de l'espace lui-même de manière soudaine et assez violente. Quelques centaines de milliers d'années après, l'univers se refroidit assez pour laisser passer la lumière. C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, ce rayonnement fossile qui nous parvient encore aujourd'hui. Puis, à peine 100 millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles apparaissent, les toutes premières. Des monstres colossaux, souvent très massifs, qui brûlent leur carburant à une vitesse folle et explosant rapidement en supernova. Ces premières générations d'étoiles, on les appelle les étoiles de population 3. Elles sont importantes parce qu'elles fabriquent les tout premiers éléments lourds, comme le carbone, l'oxygène ou le fer, qui serviront ensuite à construire tout le reste, les planètes, les futures étoiles et au bout du compte, la vie. Et donc, si on avance encore, quelques milliards d'années après le Big Bang, on arrive à ce moment, il y a 10 milliards d'années. Et là, c'est vraiment une époque clé. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un peu l'âge d'or de la formation des étoiles et des galaxies. Les observations nous disent qu'à ce moment-là, le rythme de naissance d'étoiles était 10 à 9 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Les galaxies crachaient littéralement des étoiles à la chaîne. Et quand beaucoup d'étoiles naissent, ça veut dire beaucoup de supernovas. Beaucoup de trous noirs qui se forment, beaucoup de gaz brassés, chauffés, comprimés, recyclés. C'est aussi à ce moment-là que les grandes structures commencent à s'organiser. Les galaxies qui jusque-là pouvaient ressembler à des nuages un peu chaotiques commencent à prendre des formes plus régulières. Certaines deviennent des spirales, d'autres des elliptiques. Certaines fusionnent pour en former des plus grandes encore. Les premiers grands amas de galaxies commencent à émerger. Imaginez des centaines, parfois des milliers de galaxies retenues ensemble par la gravité et plongées dans des bains de gaz brûlants. Ces amas, c'est un peu comme l'échafaudage de l'univers. Et ce qui se joue là, c'est la mise en place du cosmos qu'on voit aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est si important d'étudier cette époque ? Parce que comprendre ce qui se passe il y a 10 milliards d'années, c'est comprendre comment notre univers actuel s'est construit. Quand on regarde le ciel aujourd'hui, on voit des galaxies bien ordonnées, des étoiles en fin de vie, des structures colossales déjà bien installées. Mais ça, c'est la version adulte du cosmos. Et si on veut savoir comment il en est arrivé là, il faut regarder son adolescence. Comme pour une personne, c'est à ce moment-là que se décident beaucoup de choses. La vitesse de croissance, les transformations, les interactions, et tout ça conditionne ce qu'il devient ensuite. Mais voilà, malgré tous nos télescopes, malgré toute la puissance de nos instruments, cette période reste encore mystérieuse. On sait qu'il y avait beaucoup de formations d'étoiles, on sait que les galaxies se transforment rapidement, mais on ne comprend pas encore tous les mécanismes. On a des indices, mais pas toutes les pièces du puzzle. Par exemple, on ne sait pas exactement ce qui déclenchait cette activité aussi intense. Est-ce que c'était surtout les fusions de galaxies, ou alors des réservoirs de gaz énormes qui s'effondraient? Est-ce que c'était lié aux trous noirs supermassifs qui, en grandissant, chauffaient leur environnement et influençaient la naissance des étoiles autour d'eux? Probablement un mélange de tout ça, mais dans quelle proportion? Ça reste flou. Et il y a autre chose qui complique l'affaire. C'est que plus on veut regarder loin dans le temps, plus c'est difficile, techniquement. Parce que la lumière met du temps à voyager. Quand on observe une galaxie située à 10 milliards d'années-lumière, ça veut dire que la lumière qu'on reçoit est partie il y a 10 milliards d'années. Donc on a littéralement sous les yeux une photo de l'univers tel qu'il était à ce moment-là. C'est fascinant, mais c'est aussi très compliqué parce que cette lumière est extrêmement faible.
souvent décalées dans l'infrarouge à cause de l'expansion de l'univers. Et même avec les meilleurs télescopes, comme James Webb aujourd'hui, on est encore limité dans ce qu'on peut voir, même si les efforts et les avancées technologiques sont là. Alors forcément, cette époque est en pleine zone d'ombre. On pensait que les galaxies de l'époque étaient petites, irrégulières, en train de se construire. Et puis, de nouvelles observations viennent parfois bousculer ce qu'on croyait. On trouve des galaxies énormes, massives, déjà bien formées, beaucoup plus tôt que prévu. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça ne colle pas avec nos modèles de formation cosmique. En théorie, il aurait fallu plus de temps pour que de telles galaxies apparaissent. Alors, est-ce que nos modèles sont incomplets? Est-ce qu'on a raté un processus important? Est-ce que la matière noire ou l'énergie noire joue un rôle qu'on n'a pas encore compris? Ce sont exactement ces questions-là que les astronomes se posent aujourd'hui. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce qu'on se rend compte que même si on a fait des progrès incroyables en astrophysique, même si des théories solides comme la relativité générale ou la physique des particules, il reste des périodes entières de l'histoire de l'univers qui nous échappent encore. 10 milliards d'années en arrière, c'est assez loin pour que tout soit encore en train de s'organiser, mais pas trop loin pour qu'on puisse l'observer avec nos instruments actuels. C'est donc une sorte de zone clé, un laboratoire naturel grandeur nature pour tester nos idées. Et justement, aujourd'hui, de nouvelles observations posent problème. Elles montrent que certaines choses ne se sont pas passées comme on l'imaginait. Des galaxies trop grosses, trop tôt. Des étoiles qui semblent avoir été formées dans des conditions différentes de celles qu'on pensait. Des trous noirs supermassifs déjà énormes alors qu'ils n'auraient pas eu le temps de grossir autant. Tout ça rouvre des questions fondamentales. Est-ce qu'on a vraiment compris comment les galaxies se formaient? Est-ce qu'on sait vraiment comment l'univers s'organise à grande échelle? Ou bien est-ce qu'il faut revoir certains éléments de notre modèle cosmologique? Voilà pourquoi on va s'intéresser à l'univers d'il y a 10 milliards d'années. Et c'est pas juste de la curiosité historique, c'est une manière de tester nos théories, de voir si elles tiennent la route quand on les confronte à la réalité. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère aussi que votre rentrée s'est bien passée, que ce soit au travail, au collège, au lycée ou dans les universités. Et dites-moi d'ailleurs dans quelle classe ou dans quel travail vous êtes maintenant. Est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous avez continué dans le même travail? Alors pour le coup, moi j'ai pas de rentrée vu que je fais mes vidéos vraiment toute l'année. C'est-à-dire que c'est un peu bizarre. J'ai pas d'entrée en fait, c'est très bizarre comme sensation, ça fait 3 ans que je fais ça maintenant. Et pour ceux qui l'auraient pas vu en cette nouvelle rentrée, eh bien je me suis lancé dans le divertissement sur la chaîne Zébro et Léo. Alors j'arrête pas l'astronomie, j'ai juste créé une nouvelle chaîne à côté où là je suis plus en mode moi-même, plus en mode humour, plus en mode lâcher prise quoi. Donc s'il y en a qui veulent voir mon autre personnalité totalement débile, eh bien c'est la bonne chaîne. En plus dernièrement avec un pote sur cette chaîne, on a sorti une vidéo où on s'est incrusté dans la maison d'un psychopathe et on doit s'évader. Donc c'est un peu style escape game, nous on sait pas du tout ce qui va se passer, on sait pas ce qui se passe pendant la vidéo. Je vous mets d'ailleurs une petite bande-annonce là si vous l'avez pas vue. Il faut qu'on le prenne par surprise, il est trop fort. Il est trop fort pour moi. Mais si il rentre, je l'assomme. Je vais pas le tuer, c'est mon fils, je l'assomme. Je vous en dis pas plus, merci aux membres qui rejoignent la chaîne. N'oubliez pas que sur mon podcast Mystère Étoile, vous avez toutes les vidéos un jour en avant-première. Merci à tous ceux aussi qui s'abonnent. Et ces vidéos sont gratuites pour vous. Et sur ce, c'est parti. Et il y a une chose qui complique l'affaire, c'est que plus on veut regarder plus loin dans le temps, plus c'est difficile techniquement. Parce que la lumière met du temps à voyager. Quand on observe une galaxie située à 10 milliards d'années-lumière, ça veut dire que la lumière qu'on reçoit est partie il y a 10 milliards d'années. Donc on a littéralement sous les yeux une photo de l'univers tel qu'il était à ce moment-là. C'est fascinant, mais c'est aussi très compliqué parce que cette lumière est extrêmement faible, souvent décalée dans l'infrarouge à cause de l'expansion de l'univers. Et même avec les meilleurs télescopes, comme James Webb aujourd'hui, on est encore limité dans ce qu'on veut voir. Bon alors, avant de continuer, il faut vraiment bien comprendre ce que ça veut dire quand on dit « on voit l'univers tel qu'il était il y a 10 milliards d'années ». Cette phrase, on l'entend souvent, mais c'est une idée qui mérite d'être posée clairement. Parce qu'elle est à la fois simple et compliquée quand on n'a pas l'habitude. Quand vous levez les yeux la nuit et que vous regardez une étoile, ce que vous voyez, ce n'est pas une étoile telle qu'elle est aujourd'hui. C'est son image telle qu'elle était au moment où la lumière est partie de cette étoile pour arriver jusqu'à nous. Parce que la lumière, même si elle va extrêmement vite, elle ne se propage pas de manière instantanée. Elle a une vitesse finie, d'environ 300 000 km par seconde. Oui, j'ai bien dit kilomètres. Alors dit comme ça paraît énorme, mais dès qu'on parle d'échelle cosmique, ce n'est pas si rapide que ça. Par exemple, la lumière du soleil met environ 8 minutes pour nous atteindre. Donc, chaque fois qu'on regarde le soleil, on le voit tel qu'il était il y a 8 minutes. Et s'il disparaissait d'un coup, on ne s'en rendrait compte qu'après 8 minutes. Mais on va prendre un autre exemple.
Maintenant, prenez l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure. Elle est à un peu plus de 4 années-lumière. Ça veut dire que sa lumière met plus de 4 ans pour arriver jusqu'à nous. Donc, quand on la regarde, on la voit telle qu'elle était 4 ans plus tôt. Et plus on va loin, plus ce décalage devient énorme. La galaxie d'Andromède, par exemple, se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. Donc ce qu'on observe, c'est déjà une image vieille de 2,5 millions d'années. Et il est impossible d'observer Andromède telle qu'elle est actuellement. Sauf si on s'y rend sur place. Et si on continue à agrandir encore, quand on arrive à des galaxies situées à 10 milliards d'années-lumière, ça veut dire que la lumière qu'on reçoit est partie il y a 10 milliards d'années. On regarde littéralement une photo du passé. C'est ça que veut dire voir loin, c'est voir dans le passé. Et il n'y a pas d'autre moyen. On dépend uniquement de cette lumière, elle nous raconte l'histoire à retardement. Alors qu'est-ce qu'on s'attendait à voir en remontant de 10 milliards d'années en arrière? Et d'après nos modèles, cette époque devrait être un moment où les galaxies étaient encore en pleine construction. On imaginait des galaxies plus petites, moins organisées, souvent irrégulières. Un univers où les structures étaient plus dispersées et plus brouillonnes. Pas encore ces belles galaxies spirales avec des bras réguliers, mais plutôt des morceaux qui s'agrègent, qui se mélangent. Et surtout beaucoup moins d'objets massifs que ce qu'on voit aujourd'hui. Les grandes galaxies, comme la Voie lactée, on pensait qu'elles étaient encore en train de se bâtir, qu'elles n'avaient pas encore eu le temps d'accumuler tout ce gaz et toutes ces étoiles. Et si on ramène ça à nous, ça veut dire qu'à cette époque, la Voie lactée existait probablement déjà, mais elle ne ressemblait pas du tout à ce qu'on voit aujourd'hui. C'était sans doute une galaxie plus petite, peut-être encore en fusion avec d'autres. Elle était loin d'être la grande spirale bien formée qu'on connaît. Et surtout, le système solaire n'existait pas encore. Le Soleil, la Terre, la Lune, tout ça n'était même pas en cours de formation. Les matériaux qui allaient former notre système n'étaient pas encore rassemblés. On peut dire que 10 milliards d'années en arrière, la matière qui allait plus tard donner naissance à la Terre était encore dispersée dans des nuages de gaz et de poussière, quelque part dans la galaxie. Ça remet des choses en perspective. À l'échelle cosmique, nous sommes arrivés très tardivement. Maintenant, pour accéder à ces époques lointaines, il faut des outils. Et l'un des plus importants, c'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, ou le redshift en anglais. Pour comprendre ce que c'est, on peut partir de quelque chose de très simple, qu'on connaît tous. L'effet Doppler. Imaginez une ambulance qui passe dans la rue. Quand elle s'approche de vous, sa sirène paraît plus aiguë. Et dès qu'elle s'éloigne, son son devient plus grave. Et ce n'est pas que la sirène a changé de fréquence, c'est simplement que le mouvement de l'ambulance modifie la longueur d'onde qui arrive à vos oreilles. C'est ça l'effet Doppler. Eh bien, avec la lumière, c'est exactement pareil. Si une galaxie s'approche, la lumière qu'elle émet est comprimée. Elle devient un peu plus bleue. Parce que le bleu correspond à des longueurs d'onde plus courtes, plus d'énergie. Et si une galaxie s'éloigne, la lumière est étirée. Elle devient plus rouge, car le rouge correspond à des longueurs d'onde plus longues. Donc, moins d'énergie. Rouge, c'est comme grave pour le son. Et bleu, c'est comme aigu. Sauf que là, au lieu de la sirène d'ambulance, c'est la lumière provenant des confins de l'univers. Et ce qui est fascinant, c'est que comme l'univers est en expansion, presque toutes les galaxies lointaines s'éloignent de nous. Leur lumière est donc décalée vers le rouge. Et plus elles sont loin, plus ce décalage est grand. Du coup, en mesurant à quel point la lumière d'une galaxie est devenue rouge, on peut savoir à quelle distance elle se trouve, et donc à quelle époque on est en train de la regarder. C'est comme un chronomètre intégré à la lumière. Mais il y a un problème. Plus la lumière est décalée vers le rouge, et plus elle glisse dans des zones invisibles pour nos yeux, notamment l'infrarouge. Et c'est là qu'interviennent nos télescopes modernes. Le plus emblématique aujourd'hui, c'est le James Webb Telescope. Lui, il est conçu spécialement pour capter cette lumière infrarouge venue du fond des âges. Son miroir gigantesque, qui fait plus de 6 mètres de diamètre, lui permet de collecter beaucoup plus de lumière que ses prédécesseurs. Et surtout, comme il est placé dans l'espace, loin de l'atmosphère terrestre, il n'est pas perturbé par la chaleur et les vibrations qui brouilleraient ces signaux ultra faibles. James Webb fonctionne un peu comme une machine à capter les échos les plus anciens du cosmos. Grâce à lui, on peut enfin voir des galaxies qui étaient invisibles avec Hubble. Et ces galaxies, c'est précisément celles-là qui vivaient il y a 10 milliards d'années, parfois même encore plus tôt. C'est comme si pour la première fois on avait des lunettes capables de capter l'adolescence et même l'enfance de l'univers, avec une clarté incroyable. Et justement, quand on regarde cette période autour de 10 milliards d'années, les cosmologistes la considèrent comme une zone de transition. Avant ça, c'était surtout l'époque où les premières étoiles et les premières petites galaxies apparaissaient. Après ça, c'est le moment où les structures sont déjà installées, où l'univers ressemble beaucoup plus à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais autour de 10 milliards d'années, on est pile dans ce passage entre deux mondes. On l'a vu, c'est le moment où les galaxies deviennent grandes, où les étoiles se forment à un rythme effréné, où les trous noirs supermassifs commencent à avoir un rôle structurant.
Bref, c'est le passage entre le chaos des débuts et la stabilité relative d'aujourd'hui. C'est pour ça que cette époque est si importante. Et ce changement, il ne s'est pas fait doucement. Il a été brutal, intense, rempli d'événements violents et fondateurs. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, une équipe de chercheurs de l'université du Missouri a mis le doigt sur quelque chose d'inattendu. Dans les profondeurs silencieuses du ciel, là où le télescope spatial James Webb pointe ses yeux infrarouges, ils ont trouvé plus de 300 objets lumineux. Trop lumineux. Des points de lumière qui brillent plus fort qu'ils ne le devraient, à une époque où l'univers était encore très jeune. Ces objets repérés grâce aux 2 puissantes caméras infrarouges de Webb semblent venir d'un temps très reculé, dans des régions très éloignées de l'univers, donc très anciennes dans le temps. Un temps où les premières étoiles commençaient à s'allumer, où les galaxies faisaient leur tout premier pas. Et voilà, ils sont trop nombreux, trop brillants. Ces objets sont des candidats à des galaxies dites primitives, c'est-à-dire des galaxies qui se seraient formées peu après le Big Bang. À une époque où l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Leur lumière, captée par le James Webb Telescope, aurait donc voyagé pendant plus de 10 milliards d'années avant d'atteindre nos instruments. Et ces objets ne ressemblent pas vraiment à ce que les modèles prédisaient. Et donc, une question se pose. Est-ce qu'on regarde vraiment les toutes premières galaxies? Des galaxies primitives encore en pleine construction? Ou bien est-ce autre chose? Des quasars par exemple? La particularité de cette découverte réside dans 2 éléments. Déjà, le nombre de ces objets est de plusieurs centaines. C'est bien supérieur à ce que les modèles théoriques actuels prédisaient pour cette période. Ensuite, leur luminosité est inhabituelle. Ils brillent davantage que ce que les modèles anticipaient pour de jeunes galaxies à ce stade de l'histoire cosmique. Pour détecter ces objets, les astronomes ont utilisé les puissantes caméras infrarouges du télescope. Elles sont capables de capter la lumière à des longueurs d'onde très étirées, en raison du phénomène de décalage vers le rouge, qu'on appelle aussi le redshift. Ce décalage est un indice fondamental pour estimer à quel point un objet est éloigné, et donc ancien dans l'univers. La technique utilisée repose sur ce qu'on appelle le drop-out. Elle consiste à repérer des objets qui apparaissent dans des longueurs d'onde infrarouges, mais qui sont absents dans les longueurs d'onde bleues. Ça suggère que leur lumière a été étirée par l'expansion de l'univers, un indicateur fort d'une grande distance. Mais les chercheurs restent prudents. Ces objets ne correspondent pas exactement aux prédictions théoriques, ni à ce qu'on attendrait d'un échantillon typique de galaxies primitives. Leur nature exacte n'est donc pas encore déterminée. Il pourrait s'agir de véritables galaxies très anciennes, mais d'autres explications ne sont pas exclues. Un seul de ces objets a été confirmé spectroscopiquement comme étant une véritable galaxie primitive. Mais un seul, ce n'est pas assez pour tirer des conclusions solides. Les autres attendent encore leur identité. Mais leur fort décalage vers le rouge suggère qu'ils viennent de très loin. Et donc, d'il y a très longtemps. Quand on revient à la question principale, celle qui nous guide depuis le début, il s'agit de comprendre à quoi ressemblait l'univers il y a environ 10 milliards d'années. Dit comme ça paraît presque simple. On se dit que l'univers était noir et qu'il était semblable au nôtre. Mais en réalité, c'est une très bonne question parce que ça veut dire qu'on doit reconstruire une époque que personne n'a jamais vue. Une époque que la lumière elle-même nous apporte avec peu d'éléments, comme un message en retard de 10 milliards d'années. Alors, pour s'y retrouver, il faut repartir du tout début, comme si on remontait le film de l'univers depuis la première image. Au commencement, il y a eu le Big Bang. Juste après, presque immédiatement, il y a eu une phase appelée l'inflation. C'est un moment où l'univers a grandi de manière démesurée en une fraction infinitésimale de seconde. On peut l'imaginer comme un ballon qui, au lieu de gonfler normalement, se serait élargi des milliards de fois plus vite que la lumière. Ce processus a étiré les fluctuations microscopiques, des petites variations quantiques, et ce sont elles qui ont servi de graines pour tout ce qui est venu ensuite. Les galaxies, les étoiles, les amas. Après cette inflation folle, l'univers était encore dans un état bouillonnant. Il était rempli d'un plasma extrêmement chaud de particules élémentaires, de quarks et de gluons. Puis est arrivé ce qu'on appelle la transition de phase de la chromodynamique quantique, un moment où ces quarks se sont liés pour former des protons et des neutrons. Ce sont les briques de base de la matière que nous connaissons aujourd'hui. Ensuite, une autre étape cruciale est arrivée, la nucléosynthèse primordiale. Pendant quelques minutes seulement, les protons et les neutrons ont fusionné pour former les noyaux légers, comme l'hélium et un peu de lithium. Tout ça s'est fait dans un univers encore jeune, de quelques centaines de secondes seulement. À ce stade, il n'y avait pas toujours d'atomes tels qu'on les connaît. L'univers était trop chaud, trop énergétique. Les électrons libres se baladaient partout et empêchaient la lumière de voyager. On dit alors que l'univers était opaque,
comme un brouillard impénétrable. Cette situation a duré jusqu'à environ 380 000 ans après le Big Bang. À ce moment-là, la température avait suffisamment baissé pour que les électrons se lient au noyau et forment les premiers atomes d'hydrogène. C'est ce qu'on appelle la recombinaison. Et c'est à partir de là que la lumière a pu enfin circuler librement. Cette lumière, nous la voyons encore aujourd'hui. C'est le rayonnement fossile. Le fameux fond diffus cosmologique, une sorte d'écho lumineux du jeune univers. Après cette étape, on entre dans ce que les cosmologues appellent les âges sombres. Pendant des centaines de millions d'années, il n'y avait ni étoiles ni galaxies. L'univers était essentiellement rempli d'hydrogène neutre et de matière noire invisible. Il n'y avait pas de source de lumière autre que ce rayonnement de fond qui s'étirait progressivement vers le rouge avec l'expansion. C'était une période silencieuse et obscure à nos yeux, mais c'est là que se préparaient les prochaines grandes étapes. La gravité commençait à rassembler la matière en petits grumeaux, en structures de plus en plus denses. Puis est arrivée une transition capitale, la naissance des premières étoiles. Comme on l'a vu, on pense que les toutes premières générations étaient énormes. Des étoiles beaucoup plus massives que celles que l'on connaît aujourd'hui. Elles brûlaient leur carburant nucléaire très rapidement. Ils vivaient à peine quelques millions d'années et finissaient en supernova violentes. Ces explosions enrichissaient l'univers en éléments lourds, nécessaires pour fabriquer ensuite des planètes et des systèmes plus complexes. Ces premières étoiles ont aussi joué un rôle fondamental. Leur lumière a commencé à ioniser à nouveau l'hydrogène, sortant l'univers de sa période d'obscurité. On appelle ça la réionisation, et c'est une étape clé qui a permis à l'univers de devenir transparent au rayonnement à grande échelle. Au fur et à mesure que ces étoiles mouraient, elles laissaient la place à des générations suivantes, plus petites et plus stables. Des galaxies ont commencé à se former, d'abord irrégulières, fragiles, puis de plus en plus structurées grâce aux interactions gravitationnelles. Les amas de galaxies se sont rassemblés à grande échelle, dessinant cette toile cosmique que l'on connaît aujourd'hui avec ses filaments immenses et ses vides gigantesques. Si on se replace dans l'époque d'il y a 10 milliards d'années, on n'est pas au tout début de cette histoire, mais dans une phase où l'univers est déjà riche en structure. Notre propre galaxie, la Voie lactée, était déjà en formation, mais elle n'avait pas encore l'apparence bien ordonnée qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est un système encore en train de se construire, alimenté par des fusions avec d'autres petites galaxies et par l'apport constant de matière. Les modèles théoriques prévoyaient qu'à cette époque, les galaxies étaient moins massives, plus chaotiques, et que beaucoup d'entre elles n'étaient qu'en construction. Les structures étaient moins dispersées qu'aux âges sombres, mais encore loin de l'organisation géométrique que l'on admire dans l'univers proche. En gros, c'était une ère de transition. Et c'est là qu'interviennent les observations modernes. Parce que pendant longtemps, tout ce que nous savions venait surtout des télescopes comme Hubble. Ils nous donnaient déjà des images spectaculaires de galaxies lointaines, mais il leur manquait la sensibilité pour aller voir vraiment dans le détail de cette époque précise. Les données restaient limitées. Avec l'arrivée d'instruments comme James Webb, on a pu vérifier si nos attentes correspondaient à la réalité. Et souvent, ce n'est pas exactement le cas. On découvre des galaxies bien plus massives que prévu, des structures plus matures que ce que les modèles laissaient penser. Et ça veut dire qu'il faut parfois revoir nos scénarios de formation et admettre que l'univers a pu évoluer plus vite ou d'une manière différente que ce que l'on croyait. Donc quand on parle de revenir à cette époque, il ne faut pas seulement s'imaginer un décor d'étoiles et de gaz en train de s'allumer. Bon, au final, quand on parle d'explorer l'univers ancien grâce à James Webb, il faut bien comprendre que l'on n'est pas en train d'observer l'univers et de lire en lui comme un livre. Ce serait trop beau et trop facile. Ce que l'on a aujourd'hui, c'est un puzzle gigantesque avec des pièces qui s'ajoutent peu à peu, parfois à des endroits inattendus. Et chaque observation que James Webb nous envoie n'est pas une vérité absolue, mais un indice qu'il faut interpréter avec prudence, en le confrontant à nos modèles et aux résultats obtenus avec d'autres instruments. Depuis son lancement, le James Webb Telescope a pointé son regard vers certaines des régions les plus reculées de l'univers, des zones où la lumière que l'on reçoit aujourd'hui est partie il y a 10 milliards d'années. Grâce à sa sensibilité en infrarouge, il a pu détecter des galaxies qui paraissaient incroyablement jeunes, et pourtant déjà étonnamment massives. Là où on pensait voir des structures embryonnaires, un univers en construction lente, on se retrouve face à des galaxies qui semblent avoir grandi plus vite que prévu, comme si l'univers avait pris de l'avance sur notre scénario. Des résultats qui ont mis les cosmologistes au défi parce qu'ils bousculent les estimations de croissance galactique issues des simulations numériques. On se demandait alors si nos modèles sous-estimaient la vitesse de formation ou bien si l'on interprétait mal les signaux lumineux que l'on recevait. En parallèle, James Webb a permis de scruter plus en détail la structure fine de certaines régions anciennes. Là où Hubble montrait des taches floues et rouges, James Webb révèle des détails internes, des filaments,
des zones de formation d'étoiles, parfois même des disques entourant de jeunes étoiles dans des galaxies très lointaines. Ça change la perspective parce qu'on ne parle plus simplement de détecter des galaxies, mais de comprendre leurs architectures internes, leur dynamique, et la manière dont elles fabriquent déjà des étoiles massives dans un univers pourtant encore très jeune. Mais il faut toujours garder en tête que nos instruments ont des limites. Même James Webb, aussi avancé soit-il, ne voit pas tout et ne peut pas tout mesurer directement. Par exemple, on ne capte qu'une partie de la lumière. Si une grande galaxie est masquée par la poussière ou si elle est tellement éloignée que sa lumière est étirée vers des longueurs d'onde que James Webb ne peut pas saisir, alors elle nous échappe. On ne peut pas exposer indéfiniment le capteur, il faut donc composer avec un compromis entre profondeur et temps d'acquisition. À ça s'ajoutent des zones d'incertitude liées à l'interprétation. Une observation brute n'est jamais une conclusion en soi. Si on observe une galaxie très rouge, il y a plusieurs raisons possibles à cette couleur. Elle est peut-être rouge parce qu'elle est extrêmement éloignée et sa lumière a subi un redshift important, mais elle peut aussi être rouge car elle contient beaucoup d'étoiles froides et peu lumineuses, comme des naines rouges, ou encore parce qu'elle est enveloppée d'un cocon de poussière qui filtre sa lumière bleue. Autrement dit, une seule mesure ne suffit pas. Il faut croiser les données, comparer les spectres, examiner les signatures chimiques pour savoir si l'on a affaire à une galaxie vieille et poussiéreuse ou bien à une galaxie lointaine et jeune. C'est un travail d'analyse de données et d'interprétation qui demande de la prudence. Un autre point important concerne les biais d'observation. Un biais, c'est quand notre manière d'observer influence ce que l'on croit voir. L'un des exemples les plus marquants, c'est celui des lentilles gravitationnelles. Quand une galaxie très massive se place entre nous et un objet plus lointain, sa gravité agit comme une loupe. Elle déforme et amplifie la lumière qui passe à proximité. C'est un outil très puissant et ça permet de voir des galaxies que l'on n'aurait jamais pu détecter autrement. Mais ça produit aussi une difficulté. L'objet qu'on observe est agrandi, étiré, parfois même multiplié. Il faut alors reconstruire l'image originale, estimer par combien elle a été amplifiée. Sinon, on peut surestimer sa taille, sa luminosité ou sa masse. C'est comme regarder un insecte à travers une loupe. On le voit plus gros qu'il ne l'est vraiment. Et il faut corriger pour obtenir sa taille réelle. Il y a aussi des biais liés au catalogue de données. On a tendance à détecter plus facilement des objets brillants et spectaculaires, ce qui peut donner une impression fausse de leur abondance. Les objets plus discrets, plus faibles, risquent de passer inaperçus. Et pourtant, ils jouent un rôle essentiel dans la compréhension de l'univers. C'est comme si on essayait de comprendre une ville en ne regardant que ses gratte-ciel et en ignorant toutes les petites maisons qui forment pourtant l'essentiel du tissu urbain. Tout ça fait que l'écart entre ce que l'on modélise et ce que l'on observe reste une zone de tension permanente. Les modèles nous disent que les premières galaxies devraient être petites, peu massives et assez dispersées. Or, certaines observations du télescope James Webb montrent des structures qui semblent déjà bien organisées, avec des masses élevées et des taux de formation d'étoiles importantes. Est-ce que nos modèles sont incomplets? Est-ce qu'il nous manque un ingrédient fondamental? Ou bien est-ce que nous interprétons mal les données en pensant voir une galaxie massive, alors qu'il pourrait s'agir d'un effet de lentille gravitationnelle ou d'une surestimation de la luminosité? La question reste ouverte et c'est précisément ce qui rend cette recherche passionnante. Il faut insister sur le fait qu'une observation n'a jamais de sens toute seule. Chaque donnée brute doit être replacée dans un contexte, comparée à d'autres mesures, confrontée aux simulations. C'est un peu comme en médecine. Une radio seule ne suffit pas. Il faut peut-être une prise de sang, un examen clinique, une histoire du patient pour obtenir un diagnostic fiable. Dans l'univers, c'est pareil. On observe une tache lumineuse, on mesure sa couleur, on extrait son spectre, on compare avec des prédictions de nos modèles et seulement ensuite, on tire une conclusion. Donc James Webb ne fait pas qu'apporter de nouvelles images. Il change la manière même dont on pose les questions. Il nous rappelle que l'univers ancien est peut-être plus complexe que ce que nos modèles prévoyaient. Il nous montre que certaines galaxies se sont formées plus vite, que les structures ont émergé plus tôt, et que notre compréhension de la chronologie cosmique doit être affinée. Cette découverte qu'on a faite dernièrement pose une série de questions fondamentales sur l'univers primitif. Mais que regarde-t-on exactement? Les chercheurs envisagent plusieurs hypothèses. La première, et peut-être la plus spectaculaire, serait que nous avons vraiment détecté des galaxies très précoces. Des structures bien plus évoluées que ce qu'on pensait aujourd'hui si tôt dans l'histoire de l'univers. Si ces objets sont bien réels, et s'ils sont effectivement aussi anciens qu'ils le semblent, ça signifie que des galaxies massives et lumineuses auraient pu se former bien plus tôt que ce que les modèles d'évolution cosmique ne prévoyaient jusqu'à présent. Mais si c'est le cas, alors nos modèles de formation des galaxies, ceux qu'on utilise depuis des décennies, pourrait bien s'avérer être faux. Mais pour l'instant, les chercheurs ne peuvent pas l'affirmer avec certitude. Comme je vous le disais, une seule de ces 300 sources a été confirmée par la spectroscopie. Parce que c'est la spectroscopie qui permet de lire la lumière d'un objet et de savoir avec précision à quelle distance et donc à quelle époque il se trouve. C'est un premier indicateur encourageant,
mais insuffisant pour tirer des conclusions globales. En attendant des données spectroscopiques plus complètes, l'équipe a utilisé une méthode alternative, l'ajustement de la distribution spectrale d'énergie. Elle permet d'estimer les décalages vers le rouge de manière statistique. Cette méthode indique que la majorité des objets sont probablement plus proches, mais qu'un sous-ensemble non négligeable pourrait réellement provenir des toutes premières époques de l'univers. Une autre possibilité, plus prudente, serait que nous interprétions mal les signaux. Peut-être que ces objets ne sont pas si lointains. Peut-être que leur lumière a été transformée d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Et bien sûr, il y a la possibilité la plus frustrante de toutes, un biais instrumental. Une erreur dans la façon dont James Webb capte ou interprète la lumière. Ça pourrait être dû à plusieurs choses, à des effets de poussière cosmique par exemple, ou à des superpositions d'objets, ou encore à des limites encore mal comprises des instruments d'observation. Dans les deux cas, cette étude met en lumière des limites de notre compréhension de l'univers jeune, et la nécessité de consolider des données par des observations complémentaires. Les prochaines étapes incluent des observations spectroscopiques ciblées, qui devraient permettre de confirmer la nature réelle de ces objets. Si les résultats confirment qu'il s'agit bien de galaxies très anciennes et très brillantes, il faut sans doute revoir nos modèles cosmologiques, en particulier sur la rapidité avec laquelle les premières structures complexes ont pu émerger après le Big Bang. Il y a plus de 10 milliards d'années, l'univers était encore qu'un territoire flou, un domaine largement inexploré composé de nuages de gaz, des étoiles naissantes, des galaxies en formation. Et aujourd'hui, nous essayons de lire cette histoire en observant des photons qui ont mis une éternité à nous parvenir. Cette découverte, ou cette anomalie, nous rappelle que le ciel n'a pas fini de nous surprendre, que chaque nouvelle image, chaque nouvel indice, capté par les instruments comme James Webb, a le potentiel de remettre en question certaines hypothèses fondamentales, et que dans la science de l'espace, il y a encore des centaines d'énigmes qui attendent qu'on les découvre, qu'on les comprenne. Regarder si loin dans l'univers, ce n'est pas seulement découvrir des galaxies ou dater des étoiles, c'est surtout toucher du doigt nos propres limites, où chaque fois que l'on croit avoir compris, une nouvelle observation vient déplacer le problème. On imaginait un univers jeune, rempli de petites structures dispersées, et on trouve des galaxies déjà massives. On pensait avoir des réponses claires, et le ciel nous rappelle qu'il nous reste encore trop de zones d'ombre. Au fond, c'est ça la vraie richesse de ces explorations. Chaque découverte ne ferme pas un chapitre, elle en ouvre un nouveau. Le télescope James Webb ne nous apporte pas une vérité définitive. Il nous donne des morceaux de puzzle. C'est à nous d'essayer de les rassembler. Regarder à 10 milliards d'années-lumière de distance, c'est comprendre que l'univers est plus complexe qu'on ne l'avait prévu, et que notre savoir reste provisoire. En réalité, explorer le passé du cosmos, c'est apprendre à accepter que toute réponse amène d'autres questions. C'est avancer pas à pas, sachant que l'horizon recule toujours. Et c'est peut-être cette quête sans fin qui donne tout son sens à la recherche. Non pas posséder de la vérité, mais se rapprocher un peu plus chaque jour de ce qu'elle pourrait être. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve sur la chaîne Zebroléo ou alors sur ma chaîne si vous souhaitez poursuivre la lecture. Je vous mets une vidéo ici sur le Big Bang, c'est un sujet lié, donc je pense que ça peut vous plaire. Merci aux membres de la chaîne, merci à ceux qui me suivent sur Spotify et merci à ceux qui sont abonnés. Je vous le rappelle, c'est gratuit et merci à ceux aussi qui likent la vidéo. Trop de merci en fait. Merci à vous tous, c'était Zebrolos, à bientôt.